Bonjour à tous encore. Merci d'être encore présent pour ce nouveau webinaire donc, de présentation de la 2510. Comme on l'évoquait pendant la période d'attente, ça sera le dernier webinaire sur la 2510, puisque comme vous le savez, il y a deux versions par an, hein, une en avril, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, mais Canopsys sort deux versions par an, une en avril et une en octobre. Et donc la 2510 était celle d'octobre 2025. Donc la prochaine sera celle du mois prochain, donc la 2604. Voilà pour la nomination, la dénomination des versions. Ce qu'on va voir aujourd'hui, alors comme des gens bien élevés, on va commencer par se présenter. On va présenter un peu le produit, son positionnement et les grandes fonctionnalités, son fonctionnement en ouvrant le capot. Et puis on va rezoomer sur la Canopsys 2510. Certains nous connaissent, mais sont peut-être sur une version plus ancienne de Canopsys, la 2504 par exemple. Donc on va rezoomer sur la 2510, comme le disait également Mickaël. On va évoquer aussi les évolutions qui sont à venir dans la 2604 qui est toute proche de la sortie. Et puis on reviendra un peu sur le modèle commercial et le modèle économique qui tourne autour du produit avec quelques références qui, pour les personnes qui ne l'ont pas encore adopté, pourraient les rassurer quant à notre capacité à les accompagner. Voilà un peu à l'ordre sur le programme de ce matin. Alors, comme je disais, on commence par se présenter. Alors, présenter Capensis, Canopsys, mais c'est vrai que même individuellement, donc moi-même, je suis sur une fonction principalement commerce, et Mickaël a un rôle de product owner autour de Canopsys, directeur technique. Et donc, maintenant, pour zoomer sur la présentation de la société, finalement, derrière Capensis, donc une société qui a été créée en décembre 2002, hein, on a plus de 23 ans d'expérience. On va retrouver aujourd'hui deux business units. Une business unit historique, hein, qui est la genèse de Capensis, donc une activité historiquement d'intégrateur sur les systèmes Linux et les solutions d'infrastructure open source. Donc finalement, un rôle de SN, on accompagne, que ce soit au forfait ou en assistance technique, nos clients sur du consulting, sur de l'intégration, sur de la formation, sur également du support. Nombreux sont les clients qui s'adossent sur nous en expertise sur le maintien en conditions opérationnelles ou sur l'évolution de leurs différents composants open source de leur infrastructure. Donc finalement, nos domaines d'expertise aujourd'hui, on résume souvent nos compétences en disant qu'on est expert sur les systèmes Linux, sur les couches basses finalement autour des systèmes Linux et des solutions d'infra. Et puis, on a une forte expertise sur le métier un peu d'Ops dans la culture DevOps qui vise à automatiser un maximum d'actions système. Donc, toute cette dimension d'industrialisation, mais également cette notion d'observabilité et de vision du SI. Donc, on est intégrateur depuis quelques années de solutions de supervision. On parle de Zabbix, on parle de Centréon aujourd'hui, mais historiquement, on parlait de Nagios, on parlait d'Oreon en plateforme par-dessus. Et donc, finalement, on a une expérience forte sur les outils de supervision open source. On a également fait de l'Isinga, on a fait du Shinken. Donc, on a une belle vision sur les solutions de supervision open source qui composent peut-être d'ailleurs votre système d'information et qui sont des sources pour Canopsys, ou qui seront des sources pour Canopsys si vous l'adoptez. Et donc, c'est dans tous les cas notre expertise sur les solutions de supervision qui nous a mis en lumière le fait qu'il n'existait pas de solution d'hypervision open source. Ça, c'était dans les fins des années 2000, début 2010. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à développer Canopsys avec une première version après un constat qui s'est lancé en 2012. Fin 2011, début 2012. Et donc, c'était le lancement de Canopsys, donc la première solution d'hypervision open source du marché. Donc, c'est pour ça que je vous dis, derrière Capensis, finalement, on retrouve ces deux business units. N'hésitez pas, hein, encore une fois, vous avez un module questions. Si vous avez des questions aussi sur la société, n'hésitez pas à m'interpeller sur cet onglet. Et Mickaël m'arrêtera pour que je puisse y répondre en live. C'est toujours plus sympa quand c'est interactif. Je disais la naissance de Canopsys. La naissance de Canopsys, elle est née de différents constats. Le constat que aujourd'hui, quand vous avez plusieurs outils de supervision, il est difficile finalement d'avoir un outil de supervision qui fédère l'ensemble des différents composants et des différentes typologies d'éléments que vous avez dans votre parc. Ça amène trop d'outils, et donc pour les équipes d'exploitation, ça peut être lourd. Trop d'outils à superviser, trop d'alarmes reçues avec potentiellement une problématique de doublon, et donc trop d'outils à surveiller, trop d'alarmes reçues, ça fait perdre du temps, et le temps, c'est de l'argent. Donc c'est pour ça, trop d'outils, trop d'alarmes, trop de temps, trop de pertes financières amène finalement à la conclusion que la supervision ne suffit plus et qu'il faut un chapeau par-dessus pour centraliser, traiter et restituer de manière plus efficace les informations. Et donc ça, c'est le rôle de Canopsys. On vous offre un cockpit personnalisable. Finalement, Canopsys, hein, c'est la canopée, c'est la couche au-dessus finalement de l'ensemble de vos outils de supervision qui vient centraliser l'ensemble des événements d'alarme. C'est un point de supervision unique
C'est le cockpit et l'interface unique de vos pilotes d'exploitation pour gérer les alarmes. Et donc, on répond à différents objectifs. Après avoir centralisé, on rationalise finalement le nombre d'alarmes, on réduit le nombre d'alarmes pour n'afficher que les alarmes pertinentes sur lesquelles les pilotes pourront avoir une action. On peut avoir un certain nombre de règles de filtrage, d'enrichissement pour les classer, pour justement qu'ils puissent être gérés efficacement. Et puis derrière, on va avoir des interactions. L'une des forces de Canopsys, c'est sa capacité d'interfaçage. Donc déjà, on a une capacité d'interfaçage pour se connecter aux sources de manière facile. On a déjà de nombreux connecteurs et on a aussi la possibilité de développer des connecteurs de manière assez aisée, mais on a aussi des interactions possibles avec des outils tiers, que ce soit pour le ticketing, par exemple, on parle souvent de ServiceNow, mais il existe aussi d'autres outils, et également pour parfois, alors, sur la partie reporting, des interactions avec d'autres outils également. Donc, même si sur la partie reporting, même si Canopsys propose déjà des statistiques, des KPI, il est pas rare d'interfacer Canopsys avec des outils de BI pour pouvoir avoir des statistiques ou centraliser la notion de reporting avec les outils internes qui sont déjà à votre disposition. Donc voilà un peu les réponses de Canopsys. Donc centraliser, traiter, restituer. On va pouvoir revenir dessus dans le détail des fonctionnalités. Mais tout ça, ça amène à quoi? Ça amène à baisser significativement le nombre d'incidents et maîtriser son exploitation pour diminuer les temps d'indisponibilité et donc garantir un service de qualité. Voilà la réponse qu'apporte Canopsys. Et donc maintenant, Canopsys au niveau de l'observabilité, parce qu'on parle beaucoup d'observabilité aujourd'hui, Canopsys répond à différents pans de l'observabilité. Forcément, l'hypervision, c'est notre positionnement, gestion des alarmes, météo de service, c'est vrai que j'en ai pas parlé préalablement. On va pouvoir revenir dessus pour pouvoir afficher à vos équipes métiers justement la santé et la visibilité sur la bonne santé, enfin le temps qu'il fait sur chacune de leur domaine métier ou applicatif. Mais également, on intervient sur des notions justement de corrélation et d'autoremédiation qui vont plus loin que la simple centralisation des alarmes et qui vont justement sur des notions d'action et d'IOPS. Et on va pousser également ces éléments avec l'IA, avec une notion de ChatOps et autres. Donc ça, c'est des points sur lesquels se positionne Canopsys. Canopsys est donc un pan de l'observabilité pour répondre à cette problématique et peut être complété par d'autres outils pour avoir une réponse globale. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire pour l'introduction autour des Canopsys. Et puis maintenant, je vais laisser la main à Michael qui va un peu ouvrir le capot et rentrer dans le détail des différentes fonctionnalités. Et puis on zoomera, comme je vous le disais, pour ceux qui connaissent déjà le produit, on va rapidement aussi zoomer sur la 2510 avec ses fonctionnalités et puis évoquer aussi les évolutions à venir. Je reste disponible, n'hésitez pas, le module question est là pour ça. Merci Armand, merci. Bonjour à tous et puis merci d'être présent pour ce webinaire. Donc effectivement, je prends la suite. Donc Armand vous a parlé donc des différents objectifs et du fonctionnement général de Canopsys avec les 3 items que vous avez devant les yeux. Et effectivement, on va détailler chacun d'entre eux. Alors si on regarde un peu plus près la partie agrégation. L'idée, c'est vraiment de transmettre à Canopsys d'une manière ou d'une autre tous les événements de supervision qui ont été émis par les différentes sources de supervision que vous avez dans tout votre système d'information. Alors, vous avez des exemples ici là, sur la partie gauche, Centréon, Zabbix, Prometheus, etc. Et bien sûr, à peu près n'importe quel outil, puisque Canopsys expose une API qui permet de publier des événements. Donc, si vous avez un script, si vous avez un outil maison, il y a des grandes chances que vous puissiez interagir avec Canopsys par le biais de son API. Donc, vous avez vraiment sur la gauche tous les entrants potentiels de Canopsys en termes d'événements. Et donc, on appellera ces outils qui permettent de faire l'interconnexion des connecteurs, et donc le connecteur Zabbix ou le connecteur PRTG. Et puis, vous avez également la possibilité de synchroniser des référentiels. Et donc, vous prenez vos CMDB, vos bases de données, et ces référentiels pourront être synchronisés dans Canopsys à des fins d'enrichissement. Et donc, quand un événement de supervision sera transmis à Canopsys, on pourra venir
réconcilier les données avec votre référentiel, eh bien, pour enrichir les informations de base de cet événement et finalement aider la prise de décision du pilotage ou du management derrière quand on sera sur l'interface de Canopsys. Donc voilà, pour vous dire que vous avez deux types d'entrants essentiels. Donc un type d'entrant via des connecteurs qui permet donc d'envoyer les événements de supervision à Canopsys. Et puis un deuxième type d'entrant, des drivers, qui sont la possibilité de synchroniser des référentiels. Et alors, une fois que vous êtes arrivé dans Canopsys, eh bien là, le métier de Canopsys va commencer à s'appliquer, et c'est ce qu'on va voir dans le slide suivant. Alors, sur le slide, vous voyez qu'il existe deux portes d'entrée. Alors, pour faire plus simple, on peut retenir que la porte d'entrée principale, c'est l'API. Canopsys expose une API, et c'est par ce biais que vous allez pouvoir communiquer avec l'outil. Je vois qu'il y a une... Ah oui, non, c'est autre chose, pardon. J'avais entendu un clink, mais c'était une question. Tu as déjà répondu, Armand, pardon. Ouais, je me suis occupé. Ouais. Alors, je continue sur la partie traitement des données. Donc là, on considère que les événements et les données de référentiel sont arrivés dans Canopsys. Et donc, on va appliquer une série de traitements à ces informations, à ces événements. Et donc, on va symboliser ces traitements par des moteurs. Et donc, chaque moteur a un métier. Et vous avez des exemples qui sont écrits sur la présentation. Un moteur d'enrichissement, on en a parlé juste avant. Un moteur de remédiation qui va permettre d'exécuter des actions devant une alarme pour tenter d'y remédier. Redémarrer un service, vider un file system, organiser une purge, etc. Donc, ça va, voilà, vous allez pouvoir exécuter des actions a posteriori. Vous allez pouvoir discuter avec le monde externe pour créer des tickets d'incidents, par exemple, sur votre outil de ticketing, votre ITSM. Vous allez pouvoir mettre en place des règles de corrélation. Et donc, chaque événement va circuler et sera plus ou moins éligible à chacun de ces moteurs. Et donc, Canopsys est organisé autour d'un bus de données, et chaque moteur, finalement, est accroché également, est abonné à ce bus, et donc va consommer les informations, appliquer son métier, et puis sortir un résultat de corrélation, de remédiation, de scénarisation. Et donc, vous allez avoir voilà, tous les traitements, tout le métier de Canopsys qui sera appliqué à ce moment-là. Donc, on a vu dans un premier temps, on envoie toutes les informations à Canopsys, et dans un second temps, Canopsys applique tous les traitements pour lesquels il a été conçu. Et puis, juste ensuite, vous avez la partie qu'on appelle restitution, et donc comment vous allez pouvoir exploiter les résultats qui ont été calculés par Canopsys. Et donc, principalement à travers deux choses. La première, c'est l'interface web de Canopsys qui vous propose des widgets de représentation. Et donc, vous allez pouvoir présenter des bacs à alarme à votre centre de pilotage, ou alors des météos de service pour avoir des vues un peu plus haut niveau, ou des métriques, des compteurs. Et donc, voilà, Canopsys met à disposition tout un tas de widgets qui vont vous permettre finalement de fabriquer des dashboards qui vous ressemblent et qui ont un intérêt pour les différents publics de chez vous. Alors ça, c'est le premier point pour l'aspect restitution. Et le deuxième, c'est la partie API, puisque voilà, Canopsys est vraiment organisé autour de son API. Et donc, dès lors que vous aurez des besoins d'interconnexion et d'interopérabilité avec le reste de votre système d'information, ce sera possible via l'API de Canopsys. Je vous parlais de publication d'événements. C'est un des points d'API qui est mis à disposition, mais tout Canopsys passe par son API. Et donc, si par exemple, vous avez des ordonnanceurs de tâches qui ont besoin de poser une période de maintenance, eh bien, c'est tout à fait possible. Si vous avez besoin d'acquitter une alarme, vous pouvez très bien le faire par API. Grosso modo, toutes les opérations que Canopsys implémente sont exposées dans son API. Donc, c'est très, très interopérable, Canopsys comme outil. Donc, c'est vraiment un des points principaux et une des forces de Canopsys. Voilà, s'intégrer dans un écosystème existant. Voilà pour le fonctionnement de manière générale.
Si on résume ces éléments, eh bien, on a les trois objectifs dont parlait Armand tout à l'heure, l'agrégation, le traitement, la restitution. Et puis, voilà, pour chaque chapitre, vous avez les différents éléments qui le composent. Retenez ce slide, je pense que c'est peut-être celui qui résume le mieux la situation. Voilà. On envoie des événements et des informations de référence à la Canopsys, on applique les traitements et puis on exploite les résultats calculés par l'outil. Alors, on focus maintenant sur Canopsys 25.10. Il y a plusieurs fonctionnalités importantes qui ont été ajoutées. Je parle au-delà des différentes corrections, des bug fixes, etc. Là, je vous parle vraiment des nouvelles fonctionnalités. Donc, je prends un petit peu de temps pour vous présenter ces éléments-là, et puis ensuite, on regardera plus le côté roadmap. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez, surtout. Hein. Alors, il y a des éléments que je vais détailler, et puis d'autres pour lesquels je passerai peut-être un peu plus rapidement. Alors, le premier point qui est abordé, c'est ce qu'on a appelé le studio template. En fait, quand vous faites de l'intégration et que vous ajoutez des règles métiers dans Canopsys, pour ceux qui connaissent déjà Canopsys et pour les autres, je vous explique, mais vous avez régulièrement besoin d'utiliser des templates. Et donc, vous allez utiliser des variables pour pouvoir fabriquer une règle d'enrichissement, pour pouvoir déclarer un ticket dans un outil de ticketing à côté, pour pouvoir fabriquer une règle de corrélation. Et donc, à chaque fois que vous allez avoir besoin d'écrire un template, Canopsys vous propose des complétions, c'est-à-dire qu'il va vous aider finalement à rédiger ce template. Par contre, pour vérifier que le résultat final sera le bon, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Alors, d'où la fonctionnalité Studio Template. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de finalement, on va utiliser le mot compiler tous les templates que vous avez écrits et de vous montrer les résultats que ça donne derrière sur des données réelles, en fait. Alors, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir finalement ne plus être obligé d'utiliser vos données de production pour tester des templates et vos règles. Vous allez pouvoir le faire directement dans le studio. Alors, je vais partager mon écran comme ça, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Hop. Donc là, vous avez un Canopsys à disposition. Et alors, vous avez ici, dans la partie administration, vous avez un nouveau menu, Studio Template. Et alors, vous voyez ici, j'ai déclaré, par exemple, une réponse à la création d'un ticket. C'est-à-dire que j'ai simplement regardé la documentation de l'outil ServiceNow. ServiceNow me dit, voilà, quand on crée un ticket, voilà la réponse que vous allez obtenir. Et donc ici, j'ai simplement copié-collé ce que la doc me disait. Donc j'ai créé cet enregistrement qui me propose le résultat classique de la création d'un ticket ServiceNow. Et alors l'avantage de ça, c'est que maintenant, quand je veux créer une règle, par exemple, de déclaration de ticket, j'en ai une ici, eh bien, je peux venir éditer. Et alors, vous allez voir que ici, j'ai mes fameux payloads, toutes mes variables, et donc, globalement, tous les templates dont j'ai besoin. Vous voyez ici, là, j'en ai un qui peut paraître complexe ou technique. Mais en tout cas, c'est ce qui est attendu par ServiceNow. Alors l'avantage, c'est que maintenant, à chaque fois que c'est disponible, vous avez un onglet ici, Studio Template, et vous allez pouvoir finalement jouer tous vos templates et regarder les résultats que ça donne. Et alors, vous voyez ici, je vais dire simplement que j'utilise la réponse ServiceNow de ticket. Vous allez dire que vous l'utilisez sur telle alarme, par exemple. Et puis, en exécutant le test, eh bien, il va vous compiler des templates et vous dire voilà à quoi va ressembler l'élément final. Et donc, vous allez gagner beaucoup de temps, puisque pas besoin d'envoyer la requête, de regarder si le résultat obtenu est le bon, etc. Vous pouvez tout faire ici directement dans le studio.
Donc pour résumer, c'est une possibilité finalement de faire du mock de données sans avoir besoin d'appeler les services tiers en question. Et donc ça vous permet de travailler dans cet environnement et puis ensuite d'être déjà très clair sur ce qui se passe et comment ça fonctionne. Voilà, sans avoir besoin d'aller jusqu'au bout de la démarche. Voilà pour le premier point. Alors n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, je réponds volontiers à vos questions. Alors, le deuxième point, la partie jetons d'authentification externe. Alors, il nous a été remonté pas mal de fois le fait que certains outils tiers ont besoin donc d'une authentification, ça c'est 100% des outils, mais cette authentification passe par l'émission de jetons, et ces jetons ont une durée de vie. Alors jusque-là, dans Canopsys, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait une authentification, on récupérait un jeton et on utilisait ce jeton. Sauf que certains outils ne permettent pas la création d'autant de jetons qu'on souhaite. Et donc l'idée là, c'est qu'on a mis en place un module qui permet de demander ces jetons aux outils tiers, de regarder les dates de validité et puis de redemander les jetons quand cette date de validité est arrivée au bout. Et on utilise donc ces jetons dans les différentes règles de déclaration de tickets, de scénarios, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un mécanisme qui permette d'exploiter des jetons. Voilà, je ne vous montre pas les écrans, enfin, c'est assez simple. Vous avez un menu dans lequel vous pouvez déclarer vos jetons tout simplement. Alors, une fonctionnalité plus poussée, on va dire, la partie alias. Donc tout à l'heure, je vous parlais de synchronisation de référentiels. Et effectivement, quand on synchronise des référentiels, on récupère parfois des noms d'informations enrichies qui sont des noms techniques. Et donc, il peut exister une différence entre, on va dire, la description d'un objet et son nom technique. Et donc, l'idée de la fonctionnalité alias, ça va être de pouvoir ajouter un alias à une information pour que cette information soit disponible dans les moteurs de recherche, dans les moteurs de recherche avancés, dans l'éditeur de patterns, voilà, pour simplifier la vie du pilotage de manière générale. Et donc, ça ressemble, vous voyez ici, vous avez dans administration un menu, information d'entité. Et donc ici, vous allez pouvoir créer un alias à partir d'une information d'enrichissement que vous avez déjà dans votre système. Et donc, vous allez pouvoir dire que ici, le bit number s'appelle finalement le numéro, par exemple. D'accord? Et vous allez pouvoir le typer. Ce qui fait que, voilà, si vous typez chaîne de caractères dans l'interface, cet alias sera affiché comme une chaîne de caractères, mais vous pourriez aussi avoir des booléens, des timestamps, des tableaux, etc. Voilà, pour mieux exploiter l'information derrière. Et l'avantage, c'est que une fois que vous avez fait ça, l'information numéro est mise à disposition de tout l'outil, et donc dans les colonnes, dans les moteurs de recherche, dans les éditeurs de patterns, etc., vous allez retrouver cet alias en plus de la clé d'origine. Voilà. Alors vous verrez, vous avez un petit différenciant qui permettra de savoir, c'est un arrobase qui vous permet de savoir que c'est un alias. Je regarde, il n'y a pas de questions. Armand, tu me coupes, hein, d'accord? Ouais, je te coupe bien sûr, mais non, on n'a toujours pas de questions. J'en profite pour vous rappeler de ne pas hésiter, en tout cas si vous en avez. Bonne idée. Alors, je continue. Alors, on a introduit un mécanisme de notification dans Canopsys. Alors, pour l'instant, il y a 2 éléments qui sont éligibles à ces notifications. Ce sont les erreurs des filtres d'événements. Et donc, quand une règle d'enrichissement s'applique sur un événement et qu'elle renvoie une erreur, vous serez notifié. Et vous serez notifié aussi pour le module de remédiation. Voilà, lorsque vous avez une consigne à évaluer, par exemple, eh bien, vous allez recevoir une notification. Donc voilà, c'est la première étape de l'aspect notification. Et donc, comme dans n'importe quelle appli, finalement, ici, vous retrouverez l'onglet notification. Et puis, en allant dessus, eh bien, vous verrez voilà, les consignes à approuver, à évaluer et les échecs de filtre d'événements.
Et donc, régulièrement, on ajoutera ici des possibilités de notification, et donc à suivre, voilà, dans les prochaines versions. On a ajouté la possibilité de pouvoir faire alors dans l'outil, ça s'appelle des broadcast messages, mais jusque-là, ces messages de diffusion étaient communs à toute l'application. C'est-à-dire que dès lors que vous aviez un message à faire passer, il était affiché sur 100% des vues de Canopsys. Avec ce qu'on a changé, eh bien, on est en mesure, ici par exemple, donc dans diffusion de messages, on est en mesure de pouvoir sélectionner les vues ou les pages sur lesquelles on souhaite que ça s'affiche. Et donc, vous pourrez, de ce fait, diffuser plusieurs messages sur des vues différentes, sur certaines vues, pas d'autres. D'accord ? Donc, vous allez vraiment pouvoir choisir la destination de vos messages de diffusion. On a introduit un connecteur Grafana. Alors, on pourrait plus dire que c'est comment dire, que c'est quasiment une documentation. Comment on peut interconnecter Grafana et sa levée d'alarme avec Canopsys. Et donc, vous verrez avec l'outil Alert Manager comment ça peut se passer. Donc, on a mis tout simplement en ligne une documentation à cet effet. Voilà pour cette première partie. Alors, deuxième partie. Attendez, oui, c'est ça, je vous montre le bon truc, pardon. Alors, sur l'enrichissement, lorsque vous avez une règle d'enrichissement qui s'applique sur un événement, derrière, vous savez, ou alors vous allez l'apprendre, qu'on peut donc enrichir cet événement, on peut aussi enrichir le CI qui correspond à cet événement, ou on peut aussi enrichir l'alarme qui concerne cet événement. Il y a une question, je t'arrêterai après, mais maintenant je t'ai arrêté. Il y a une question de Charedine qui demande si il y a une notion de détection de root cause en cas de réception de plusieurs alertes pour n'en afficher qu'une. Oui, alors ici on pourrait parler comment dire, du module de corrélation. Et donc on peut très bien mettre en place une règle de corrélation avec des critères objectifs, tels dans une fenêtre de temps, il s'est passé ceci, cela, ou alors on a eu des alarmes qui avaient un point commun, qui se sont produits dans un laps de temps défini. Et puis à ce moment-là, on va les regrouper dans ce qu'on appelle une méta-alarme. Et cette méta-alarme sera présentée comme une alarme à part entière dans Canopsys et sera derrière éligible finalement à toutes les actions de Canopsys, dont par exemple la création de tickets. Et donc plutôt que d'avoir N tickets créés parce qu'il y avait N alarmes à la base, vous pourriez n'en avoir qu'un seul. Donc effectivement, il y a ce type de possibilité qui existe dans Canopsys. Alors peut-être que effectivement, je pourrais vous le présenter plus en détail. Je vois que vous aviez déjà discuté avec Armand juste avant sur une présentation peut-être plus ciblée, mais avec plaisir, je pourrais vous faire des cas d'usage de cette partie-là. Je reviens sur l'aspect enrichissement. En espérant que ça ait répondu à votre question, vous nous direz d'accord, Charadine. Alors sur l'enrichissement, je vous disais que à chaque fois qu'on enrichit finalement une entité, eh bien c'est intéressant de savoir quelle règle a été appliquée, si elle a bien été appliquée, enfin avoir une espèce de traçabilité des enrichissements. Et c'est ce qu'on a amené dans la version 25.10. Alors vous voyez, si je viens sur une alarme, eh bien vous allez avoir la possibilité, ici j'en avais fait une, là voilà, de retrouver un nouvel onglet dans le détail de l'alarme. Et vous voyez ici, vous verrez que le nom de l'information ville, au départ, valait Lille, et puis, au départ valait rien, c'est passé à Lille, et puis dans une deuxième itération, ça valait Lille, et c'est passé à Paris. Voilà, ça vous permet de savoir que y a une règle qui a été appliquée, qu'elle a fait tel ou tel changement. Voilà, ça vous amène vraiment de la traçabilité, ça vous permet de mieux comprendre, voilà, quand vous vous baladez parmi des centaines de règles,
ce qui a été réellement appliqué et pourquoi. Voilà, donc c'est un point qui est assez important et qui vous aidera à moins, on va dire, passer de temps sur un diagnostic quand vous avez besoin d'en faire un. On a remodelé complètement l'aspect recherche avancée du bac à alarme. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes dans le bac à alarme et que vous entamez une recherche, eh bien on vous prémâche le travail. D'accord, vous voyez, il y a tous les éléments qui sont mis là. Et donc, si je clique par exemple sur le nom du connecteur, eh bien il sait que le nom du connecteur est typé de telle manière et que de ce fait, les opérateurs possibles de la recherche seront ceux qui sont proposés ici. Et puis derrière, vous allez pouvoir mettre un élément, rajouter des et des ou. Et donc, vous avez vraiment l'ensemble du moteur de recherche avancé qui a été revu et qui vous propose toutes les complétions possibles et imaginables, plutôt que d'avoir à taper vous-même tous les éléments. Donc, c'est aussi un gain de temps pour vous derrière. L'aspect remédiation, on a ajouté une possibilité de faire des retries de remédiation en échec, c'est-à-dire que vous avez une alarme, il y a une remédiation qui se lance, mais peut-être qu'on n'arrive pas à joindre l'ordonnanceur de tâches à ce moment-là, peut-être que la remédiation, enfin que le processus se plante, voilà, en face, pourquoi pas. Et donc quand c'est comme ça, on peut demander à Canopsys de recommencer et de refaire un test. Et donc si c'est voilà, si vous la paramétrez, vous pourrez mettre 1, 2, 3 essais avant de conclure définitivement que la remédiation est en échec ou qu'elle ne l'est pas. Alors évidemment, voilà, il y a une politique à mettre en place pour savoir vraiment là où vous souhaitez aller. Est-ce que c'est l'accès à l'outil de remédiation en face que vous voulez contrôler? Est-ce que c'est vraiment la remédiation en elle-même, etc. Enfin, vous verrez toutes les options qui sont mises à disposition. Je voyais une question en même temps. Alors, je la lis pour tout le monde. Pour la traçabilité, on demande si c'est aussi pour l'enrichissement d'alarme ou juste l'enrichissement d'entités. Pour l'instant, c'est uniquement l'enrichissement d'entités. Voilà, on a fait ce premier pas parce qu'en fait, ça correspond aussi à énormément d'informations en fait. Et donc, sont des informations voilà, qui rajoutent du volume aux alarmes, etc. Donc pour l'instant, on s'est focalisé sur l'enrichissement d'entités. Et puis certainement que dans des prochaines versions, on regardera l'aspect enrichissement d'alarme aussi. Je vois qu'il y a une autre question aussi. Serait-il possible d'avoir plusieurs bacs à alarme par environnement, par exemple prod, pré-prod? Ah oui, alors après, effectivement, Canopsys, là, s'organise comme vous le souhaitez. Vous voyez là-haut, là, non, vous ne le voyez pas, je vous le partage, pardon. Ici, vous voyez, vous avez un en cours. Là, il y en a un spécialisé sur les alarmes à quitter, d'autres alarmes avec des tickets, avec des périodes de maintenance, etc. Alors, c'est fait de cette manière, mais c'est vous qui choisissez en fait, hein, d'accord, vous bâtissez les vues qui vous semblent les bonnes dans Canopsys. Et vous voyez, si ici, en dessous de ce bac à alarme, vous avez envie d'en ajouter un autre et que vous avez les droits de le faire, eh bien, vous venez ici, vous dites, voilà, j'ajoute un nouveau bac à alarme. Alors là, je ne le configure pas, je le laisse tel quel, mais dans l'idée, hop, voilà, vous avez un nouveau bac à alarme en dessous que vous pourriez spécialiser sur un environnement. Enfin, en gros, vous allez le spécialiser par rapport à n'importe quel critère. Et donc, ça pourrait être un critère d'environnement, mais ça pourrait être un critère géographique, un critère de périmètre applicatif. Hein. Toutes les informations qui ont été véhiculées dans Canopsys, que ce soit des informations événementielles de base ou des informations enrichies, vous allez pouvoir vous en servir comme critère d'utilisation dans les bacs. Voilà, hop, comme ça j'en ai profité pour répondre en même temps. Ah oui, et dernier point, on a. Alors, c'est en 2 temps. Il y a un temps en 2510 et un temps en 2604, mais on a beaucoup travaillé sur l'aspect graphique, sur les jeux de couleurs, les contrastes, etc. Donc, donc pour la 2510, on a beaucoup travaillé sur les couleurs. Et pour la 2604, on a beaucoup travaillé sur les formulaires, la tête des formulaires. Et donc, toutes les couleurs ont été revues.
alors vous les trouverez, la partie thème, hein, vous savez, ou vous ne savez pas encore, mais ça vous le découvrez. Vous allez les retrouver ici. Donc les thèmes qu'on livre par défaut, donc thème clair, thème sombre, et puis les thèmes qui sont spécifiquement dédiés aux daltoniens, par exemple, et l'équivalent en sombre aussi. Voilà, pour ceux qui ont envie de se reposer les yeux la nuit quand ils sont j'allais dire de garde, d'astreinte, ou voilà, pour ceux qui préfèrent de toute façon pas être trop éblouis par le blanc par le côté clair des thèmes. Et puis vous avez la possibilité de créer vos propres thèmes et vous verrez voilà tout ce qui est disponible à la personnalisation. Et voilà, vous allez pouvoir gérer vos propres couleurs et puis finalement designer le canopsis qui vous ressemble le plus, quoi. Et vous verrez qu'en 26.04, on a beaucoup retravaillé tous les formulaires, on les a homogénéisés, et puis on a travaillé sur le contenu pour que ce soit plus ergonomique. Donc ça, ce sera l'occasion pour vous de nous faire des retours, pour nous dire si c'est plus exploitable comme ça, si ça vous paraît mieux. Voilà pour ce qui est arrivé en 25.10. Alors, je contrôle à chaque fois, mais n'hésitez pas. Si Ouais, non, mais de toute façon, après, là t'es allé plus vite que moi, mais sinon, je suis là. Très bien. Alors, quelques mots sur la 26.04 qui va arriver. Alors, c'est pas mis là pour l'instant, mais ce sera bien intégré. On va donc faire le premier pas vers l'intégration de l'intelligence artificielle dans Canopsis. Et donc, on va intégrer la possibilité de discuter avec des LLM sur, alors pour l'instant, du modèle Gemini. Et bien entendu, dans les versions qui arriveront ensuite, on aura la possibilité finalement de personnaliser les modèles qu'on souhaite utiliser, notamment là où ils se trouvent. C'est-à-dire que on a bien conscience qu'utiliser des LLM grand public, c'est certainement dévoiler des informations qui sont personnelles à votre environnement. Et donc, c'est pas idéal, mais voilà, on a fait ce premier pas vers l'IA. Et donc, ce qui va se produire, c'est que vous aurez une aide via l'IA à la rédaction de vos patterns. Et donc, quand vous allez vouloir écrire un pattern, c'est le cas dans Canopsis à pas mal d'endroits, pour dire à tous les endroits, en fait, on écrit des patterns en permanence, eh bien, vous allez pouvoir demander à un chat, tiens, donne-moi le pattern qui sélectionne toutes les alarmes qui ont eu lieu hier et qui concernent tel périmètre. Et donc, lui vous répondra avec un pattern que vous pourrez utiliser directement dans la foulée. Donc ça va être vraiment le gros point d'évolution qui arrivera dans la 26.04. Et puis, d'autres éléments qui sont indiqués là dans ce slide. On introduit un gestionnaire de jobs, puisque finalement, dans Canopsis, il y a plusieurs types de jobs qui sont exécutés de façon régulière. Et jusque-là, c'était, on va dire, plutôt invisible des administrateurs. Et donc, on va rendre cela visible par un panneau de gestion de ces jobs. Et les jobs qu'on vous présentera pour l'instant seront donc la partie remédiation et une fonctionnalité qui est introduite aussi en 26.04, la possibilité pour Canopsis d'aller interroger les statuts des tickets d'incident que vous avez créés. Quand vous avez une alarme dans Canopsis, potentiellement, vous pouvez dire « je souhaite déclarer un incident sur l'outil d'incident ». Donc aujourd'hui, ça se passe comme ça, on déclare l'incident sur l'outil d'incident. Par contre, une fois que c'est fait, on a récupéré son numéro, mais on ne peut pas connaître l'état de ce ticket, on ne peut pas connaître son cycle de vie. Donc peut-être que ce ticket sera fermé à un moment donné, peut-être qu'il sera affecté, peut-être qu'il sera supprimé, je ne sais pas. Et donc l'idée de cette évolution, c'est de pouvoir régulièrement, via un job, aller interroger le statut des tickets pour donner de l'information complémentaire au pilote qui est devant l'alarme dans Canopsis. Et donc il saura que le ticket a été clôturé ou qu'il n'a pas encore été clôturé, qu'il est en cours, etc. On ajoute un point également important sur la pose de commentaires sur une alarme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez déclarer
un commentaire. Et donc sur une alarme, bon, ça, je peux vous montrer, comme ça vous verrez un peu aussi à quoi ça ressemble. Ici, vous avez une action qui vous permet de commenter l'alarme. Et bien, avec l'évolution de la 2604, vous allez pouvoir dire ici, je commente l'alarme. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ici, vous écrivez le commentaire classique, ça c'est la version 25.10. Et dans la version 26.04, vous aurez ici la possibilité de sélectionner un modèle de commentaire. Et donc, ce modèle de commentaire pourra embarquer plusieurs champs. Donner une date, donner une information complémentaire, donner un nom de contact qui a été joint pour résoudre la situation, ou dire qu'on a contacté tel fournisseur et que c'est en cours de résolution. Donc ici, vous aurez une possibilité de sélectionner un modèle de commentaire. Voilà, et puis on introduit également un nouveau statut dans Canopsys, c'est-à-dire au-delà du fait qu'une alarme soit en cours, clôturée, etc., on ajoute un statut inconnu. Quand il y a des dépendances finalement entre différents systèmes, eh bien, vous voyez ici, je vous remonte, mais là, vous avez des éléments avec des dépendances. Et vous voyez ici, on est dans un état qui est gris. Et donc, on considère qu'on ne peut pas vraiment savoir dans quel état se trouve ce CI, parce qu'il est dépendant d'un autre CI qui, lui, est KO. Et donc, si le parent est KO, on considère que c'est compliqué pour ici, vous voyez, de savoir qu'on est, d'avoir un état. Et donc, vous voyez ici, lui, son parent est KO, et donc on considère qu'on ne peut pas connaître son état. Et donc, on a rajouté ce statut inconnu. Voilà. Et donc, ça permet de limiter les créations de tickets inutiles, etc. Vous voyez, dans cette situation-là, on pourrait ne créer un ticket que pour cet élément intermédiaire et pas pour lui. D'accord? Donc, c'est voilà, un gain aussi, et puis de l'optimisation. Et bien sûr, plein d'autres choses, mais on en parle quand on fera le webinaire dédié à la partie 26.04. Je vous rappelle aussi que donc on maintient la roadmap que vous avez en ligne sur 3 années. Donc si jamais vous avez besoin de la consulter, n'hésitez pas à le faire. Vous aurez toutes les informations et puis vous saurez sur quoi on travaille. Et puis peut-être, Armand, tu veux prendre la suite peut-être ou... Ah, on t'entend pas, t'es muté. Ouais, effectivement, j'étais muté. Je dis oui, effectivement, je vais pouvoir prendre la suite. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, on évoque déjà des éléments en roadmap. Effectivement, la roadmap est disponible en ligne et vous pouvez y accéder librement. Mais cette roadmap, elle peut être aussi influencée par notre club utilisateur. En fait, on souhaite vraiment, et le Canop Tour était la première version du club utilisateur finalement en présentiel, mais nos clients actuels ont la possibilité de pouvoir influencer un peu le produit et de nous donner la visibilité sur leurs attentes. Si vous n'êtes pas encore client, n'hésitez pas aussi à nous dire finalement ce qui pourrait vous manquer pour adopter Canopsys, s'il y a des points qui vous manquent. Enfin voilà, vraiment, en adoptant Canopsys, vous êtes aussi au cœur de l'évolution du produit et vous êtes finalement un influenceur du produit. Alors, je ne vais pas garder le mauvais terme d'influenceur, je vais juste garder le côté positif de pouvoir contribuer à la vie du produit. Gardez bien ça en tête. On veut vraiment, nous, on produit on édite le produit, mais c'est vous qui l'utilisez, c'est vous qui pouvez nous faire des retours d'expérience avec votre vie de l'exploitation au quotidien. Nous, on n'a pas un centre d'exploitation 24/7 pour pouvoir avoir ces retours. Donc, on imagine, on discute avec vous, on est à l'écoute, mais on est vraiment justement à l'écoute de vos retours. Pour vous parler du modèle économique, avec Canopsys, on a voulu faire un système simple. C'est vrai que nous, régulièrement, en tant qu'intégrateur, il est parfois assez difficile de bien comprendre les modèles économiques de différentes solutions. Et donc, au contraire de ce qu'on peut subir, on a voulu faire quelque chose de simple. Donc, il existe 2 versions de Canopsys. Une version communautaire, donc avec l'Open Core, qui est téléchargeable librement sur notre site, et qui vous permet de découvrir la solution, de pouvoir bénéficier des fonctionnalités à premier niveau,
Et donc certains de nos clients utilisent la version communautaire. J'ai vu Jérémy, je crois, dans les présents. Certains l'utilisent et ça leur convient. Mais si vous souhaitez vraiment bénéficier d'une fonctionnalité, enfin d'une solution avec l'ensemble des fonctionnalités que vous avez pu voir, qui intègrent la remédiation, l'autoremédiation, qui permet d'aller beaucoup plus loin avec des connecteurs spécifiques, avec de l'enrichissement dynamique, enfin, finalement avec des fonctionnalités enrichies, et un usage en production avec du support et de la maintenance. Dans ces cas-là, effectivement, il faut opter pour la version pro. Donc la communautaire pour découvrir le produit, la pro édition pour finalement vraiment en tirer bénéfice et pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités. Et c'est sur cette version Pro Édition qu'on va apporter notre support, notre maintenance, qu'on va vous apporter des garanties et qu'on va vous apporter également un accompagnement avec l'ensemble de nos équipes. Donc voilà, gardez bien en tête, finalement, il existe surtout une version pour la production qui est la Pro Édition, qui est soumise, quant à elle, à souscription, donc pour le service et les enrichissements qu'on peut lui apporter. Cette version pro, on peut la distinguer également sur deux parties. Alors, je pourrais revenir un peu sur justement comment celle-ci est commercialisée, on va pouvoir revenir dessus. Mais finalement, derrière cette version pro, il y a deux sous-versions. Une version qui est plus dédiée PME et une version qui est plus dédiée grande PME, grand compte, j'ai envie de dire, avec des besoins étendus. Sur la version PME, finalement, vous êtes limité à 10 utilisateurs simultanés, vous êtes limité sur une installation sur une seule instance, donc il n'y a pas de pré-production ou de test, et vous avez un support qui est limité à 5 cas de support par an, donc avec des délais de réponse qui sont un peu plus faibles, un peu plus ralentis comparativement à ce qu'on peut proposer sur la Pro Édition à destination des grands comptes. Et donc là-dessus, vous avez vraiment un usage avec la possibilité de mettre sur une pré-prod et une prod. Vous avez un nombre d'utilisateurs illimité, vous êtes en on-prem également, et vous avez la possibilité finalement d'être sur des licences. Sur la Pro Édition, sur la PME, on est vraiment sur de l'investissement uniquement en perpétuel. Là, sur la Pro Édition standard, on va être sur du perpétuel, du 1 an ou du 3 ans. Vous pouvez aussi avoir une adaptation en fonction de vos typologies de budget. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à les poser, mais ça permet d'identifier. Et donc, ce qui va faire varier, donc en dehors de la PME et de la Pro-édition, ce qui va faire évoluer et ce qui va faire différer le tarif, c'est le niveau de support que vous souscrivez. C'est la seule finalement variable d'ajustement. Soit vous optez pour un support uniquement en heures et jours ouvrés, donc en 8/5. Et donc là, vous avez un tarif spécifique. Soit vous optez pour un support 24/7 pour une couverture totale. Si vos équipes et si votre Canopsys fonctionne en 24/7, il paraît assez logique et légitime de partir sur le contrat 24/7 pour bénéficier de notre assistance tout au long de la vie du produit, enfin tout au long du temps de fonctionnement du produit. Et donc voilà, et on vous apporte des délais d'intervention agressifs avec du H+2 et vous bénéficiez de l'ensemble des maintenances, de mise à jour et même d'un responsable technique dédié. Vous avez quelqu'un qui suit la vie de votre produit au quotidien chez nous, enfin au quotidien, lors de points réguliers pour suivre la solution avec vous et avec vos équipes. J'espère que je suis clair sur cet aspect-là. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions ou à revenir vers moi ou Edouard à l'issue de cette présentation. Je reviens juste sur quelques références qui peuvent vous rassurer si vous vous dites tiens, Canopsys c'est bien, mais est-ce qu'ils sont en capacité de m'accompagner? Si ça peut vous rassurer, on a été en capacité d'accompagner justement de nombreux clients grands comptes significatifs. On peut parler de la RATP, on peut parler de France Travail. Je crois qu'il y a quelques personnes de France Travail qui sont là, de mutualistes comme SMA ou la Maïf, ou d'autres structures sur des cadres différents. Inetom sur une logique d'infogérance, ou La Poste sur un remplacement de solutions. Alors là, c'était une pile IBM qu'on a remplacée par une partie supervision open source et ensuite la couche d'hypervision par-dessus. Chez SMA, on était sur un remplacement des solutions de BMC. On a une belle expérience sur le remplacement de solutions BMC TrueSight vers Canopsys. On a une paire de success stories sur le sujet, donc si c'est votre cas, sachez que on peut aussi vous mettre en relation avec ces clients pour qu'ils puissent aussi directement vous faire un retour d'expérience sur leur propre expérience autour du produit. Si vous avez des questions,
vous avez nos coordonnées, à Michael et à moi. Donc, comme on vous le disait en introduction, en se présentant, Michael va plus avoir une vision technique et moi, je vais plutôt être sur le côté commercial et également Edouard qui est là également pour vous accompagner si c'est votre interlocuteur. Et sinon, n'hésitez pas à prendre contact à premier niveau avec moi ou Edouard, encore une fois. Et après, on vous redirigera effectivement. On pourra vous faire des présentations spécifiques, hein. Je reviens sur la question de Charedine. On peut vous faire des présentations spécifiques pour zoomer sur un point. On peut vous accompagner. Enfin, il ne faut vraiment pas hésiter. On est vraiment dans cette logique de pouvoir vous accompagner au mieux. Donc, prenez nos coordonnées et rappelez-nous. On aura plaisir à vous accompagner et à revenir vous voir. Bah, merci Armand. Écoutez, si vous avez des questions, je pense que c'est le Mika, bon moment. Si vous voulez nous interroger sur un je sujet suis ou pas, un mais autre. c'est peut-être en... Qu'est-ce Est-ce qu'il y que a, je Armand? suis le seul à pas entendre Mika? Ah. Ouais, voilà. Je t'entends maintenant. Ah, c'est bon. Ouais, bah, Ouais, je pense pas échanger quelque chose. Ok, donc ouais. je disais non, si vous avez des questions, si jamais vous avez besoin de nous interroger, n'hésitez surtout pas, quoi, en tout cas. Ah oui, voilà, on Ouais, l'entend. et Ouais. ouais, en fait, il y avait que moi qui t'entendais pas, tout va bien. C'est le principal, Ça c'était change. clairement ça. Merci François, merci Vincent. Mm. Bon, et donc ouais, voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Et puis voilà. Merci à tous pour votre Merci. participation. Contactez-nous sans problème pour une présentation personnalisée. Si vous avez besoin d'un renseignement plus spécifique, on répondra volontiers, évidemment. Même pour prendre un café, hein, on est preneur. À mettre. Bon, ça marche. Bah, écoutez, grand merci à tous, hein. Ouais, grand merci. Passez une Et bonne fin de comme, semaine à vous. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. ouais, et comme on vous le disait, donc la fin du mois prochain, il y aura la sortie de la 2604. D'ailleurs, je vois François qui dit et le teasing sur la 2604. Donc effectivement, on sortira le mois prochain la 2604 et très certainement le prochain webinaire il ressemblera un peu moins à celui-ci. Ce sera plus un focus, un zoom sur les features spécifiques de la 2604. Voilà. Et j'imagine que vous avez hâte aussi de découvrir justement suite au teasing qu'a pu faire Michael. Et donc on vous recontacte, on vous ressollicitera. Ça aura certainement lieu. Alors le mois de mai, il est un peu gruyère, mais peut-être sur juin, parce que en général on sort la version fin avril. Et après c'est vrai qu'avec les ponts de mai, on imagine peut-être faire ça soit vraiment sur la fin du mois de mai, soit plutôt plus vraisemblablement en juin. Donc n'hésitez pas. Merci à vous. Bon, allez, Passez une merci. bonne Merci à journée. tous. À À la bientôt. prochaine. Merci. Allez, salut, au revoir. Au revoir.